Paranormal, phénomènes étranges, histoires fantastiques, les clés du mystère sur Sud Radio. Le rendez-vous du paranormal sur Sud Radio, comme chaque dimanche en fin de matinée, ce sont les clés du mystère. Frédéric Jarreau, ravi de vous retrouver. Le professeur Yves Lignon avec nous comme chaque dimanche. Bonjour Yves. Bonjour Frédéric. On va évoquer le sort ou le cas aujourd'hui de cette voyante qui s'appelait Mrs. Eleanor Piper. C'est la célèbre voyante du Massachusetts. Et alors c'est un cas qui est relativement ancien. Pourquoi avez-vous choisi, Yves, de parler de cas anciens aujourd'hui ? C'est vrai que c'est un cas ancien parce que cette Madame Piper est morte en 1950. Elle avait 97 ans. Bon, c'est un âge respectable. Donc elle a vécu longtemps, mais si j'ose dire, elle a aussi vécu il y a longtemps. Or, c'est vrai qu'en parapsychologie, quelquefois, on est obligé de se pencher sur des cas anciens, pour la bonne raison, comme je le répète souvent, que les phénomènes parapsychologiques existent. C'est une réalité indiscutable. Mais ils sont rares, et ils sont d'autant plus rares qu'ils sont plus intenses. Donc, logiquement, de temps en temps, on revient sur les grands dossiers pour les discuter, parce que ça donne des idées pour faire des expériences à l'heure actuelle. Et je dirais, vous voyez Frédéric, que ces grands dossiers, ils n'ont pas seulement une valeur historique, ils ont véritablement une valeur scientifique. Et par conséquent, aujourd'hui, nous allons ouvrir celui de dossier d'une dame qui a été testée entre 1884 et 1905-1910. Voilà, donc au moins un siècle, un peu plus d'un siècle. Oui, il y a un siècle bien tapé. Après quoi, comme je le disais tout à l'heure, elle a vécu 40 ans sans plus participer à des expériences, pour la bonne raison qu'elle avait dit elle-même, mon don a disparu, je sens que mon don s'en va, donc ce n'est plus la peine de me demander quelque chose. Ah, oui, voilà. C'est intéressant parce que est-ce que les dons, justement, est-ce qu'elle avait raison en disant ça ? Est-ce que les capacités qu'on peut avoir peuvent disparaître au fil des années ? Sur ce qu'on sait des capacités parapsychologiques, c'est quelque chose de très subtil. Ça obéit à des mécanismes complexes qu'on ne connaît pas d'ailleurs, mais on se rend compte qu'il y a des tas de paramètres qui interviennent, que la moindre petite chose peut tout dérégler, peut tout arrêter. Pour une autre voyante célèbre du début du XXe siècle, Eusapia Palladino, vous voyez, on a incriminé très sérieusement la ménopause. Son don a disparu quand son corps a évolué d'une certaine manière. La physiologie du corps peut influencer. Voilà. Pour Mrs. Piper, on pense que c'est la mort de quelqu'un à qui elle était très attachée, quelqu'un dont nous allons parler, d'ailleurs un chercheur, bien que ce soit un personnage bizarre, mais le fait que ce chercheur soit mort, ça l'a un peu déstabilisé, et elle a dit plus rien ne se produit. Elle donnait des consultations gratuites, elle a cessé d'en donner, tout simplement, en disant aux gens, ce n'est pas la peine de venir me demander de faire de la voyance, parce que ça ne fonctionne plus. Elle était un peu dans la situation d'un compositeur, un compositeur de musique, un auteur de chansons, qui du jour au lendemain dirait j'arrête. Voilà, la feuille blanche, plus d'inspiration. Voilà. Alors cette dame, Fred, il faut dire que c'était vraiment une grande bourgeoise, et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la voyante du Massachusetts. Vous savez que le Massachusetts, aux États-Unis, c'est l'État vraiment bourgeois. C'est l'État de la famille Kennedy, ce sont les gens bien, ce sont les gens chics, on a de la morale, on est tous protestants, et donc quand dans une famille du Massachusetts débarque une voyante, surtout quand elle débarque brusquement, alors de manière inopinée, débarque brusquement, je ne veux pas dire qu'un jour elle arrive, elle tape à la porte, elle dit je m'installe dans la famille. Donc quand au sein de la famille, une jeune femme, mariée, 2 enfants, vivant très normalement, recevant ses amis pour le thé 1 fois par semaine, allant à l'office le dimanche, paf, d'un seul coup, elle est voyante. Je vous assure, ça perturbe la famille. Oui, bien sûr. Alors, la suite de cette histoire et le détail de ce qui s'est passé, ça sera dans quelques instants à peine sur Sud Radio, dans la suite des Clés du Mystère. Merci Yves.
Sur Sud Radio, le dimanche en fin de matinée, les clés du mystère avec le professeur Yves Lignon, et nous parlons voyance aujourd'hui au travers du cas de cette Mrs. Eleanor Piper. Nous sommes à la fin du 19e siècle dans le Massachusetts aux États-Unis, un État riche, bien pensant en tout cas, et cette voyante débarque dans une famille. Racontez-nous, Yves, de quelle façon? Alors, elle débarque dans une famille en ce sens, je le disais tout à l'heure, que dans la famille, on s'aperçoit que brusquement quelqu'un est voyant. Et que c'est la belle-fille. Et ça, au départ, ça va faire un peu tâche. Mais comment a-t-elle découvert qu'elle était voyante? Alors ça, c'est extraordinaire. Eh bien, nous sommes au mois de décembre 1884. Mrs. Piper est mariée. Elle est mère de 2 enfants. Encore une fois, une vie très bourgeoise, très réglée. Et un jour, alors qu'elle fait ses courses, elle est bousculée et renversée par un traîneau. Ce qui nous permet, Frédéric, d'apprendre qu'à l'époque, au Massachusetts, l'hiver, on se déplaçait encore en traîneau. En traîneau, il y avait beaucoup de neige. Donc, elle est renversée par un traîneau. Elle est assez grièvement blessée. Il y a une partie de coma. Enfin, elle se rétablit. Et à partir du moment où elle est rétablie, elle tombe dans une profonde dépression. Elle raconte aux gens « Je suis atteinte d'un cancer ». Je vais mourir bientôt. Personne ne la croit, parce que les examens médicaux ne confirment pas ce qu'elle vient de dire. Comme je le précisais en commençant, elle est morte en 1950, donc elle n'était vraiment pas atteinte d'un cancer. Mais enfin, elle est dépressive, elle parle sans arrêt à son mari, à ses parents, à ses beaux-parents. Il faut que je fasse mon testament. Mes pauvres enfants qui vont rester orphelins très jeunes parce qu'ils vont perdre leur mère, ainsi de suite. C'est vraiment la grosse déprime. Et en désespoir de cause, ce sont ses beaux-parents qui l'amènent chez un médecin. Ils l'amènent chez le docteur Koch. Alors, après en avoir vu beaucoup d'autres. Et ce docteur Koch, c'est quelqu'un qui est tout à fait particulier. D'abord, il est aveugle, puis il est spirit. Il croit que les esprits des morts se manifestent. Et si vous voulez, on amène Mrs. Piper chez ce médecin un peu bizarre, parce qu'on se dit que finalement sa maladie c'est dans sa tête, donc il faut une forme de psychothérapie. Qui plus est, effectivement, le docteur Koch disait « Ce n'est pas moi qui soigne, c'est un esprit, l'esprit d'un médecin décédé, qui guide mes décisions. Quand je prescris à quelqu'un telle petite pilule et pas telle autre, mais c'est l'esprit du docteur Finet qui guide ma main au moment où je rédige l'ordonnance. » Oui. Bon, on fait rencontrer ce drôle de bonhomme à notre jeune dépressive. Et au cours il y a une première consultation. Quand elle sort, on lui dit « Comment vous sentez-vous ?» Pas mieux et pas plus mal, etc. Bon, faut essayer une deuxième fois. Seconde consultation, et là, brusquement, pendant que le docteur Koch essaie de dialoguer avec elle, d'échanger un petit peu, voilà Mrs. Piper, et dans l'instant, qui tombe en transe et qui se met à parler le langage indien, avec une voix de petite fille. Comme ça. C'est étonnant. C'est la première fois de sa vie qu'elle était victime de ce genre de choses. Encore une fois, dans les salons de sa famille et de sa belle famille, on ne jouait pas à ça. Et donc, avec sa voix de petite fille, elle dit « Je me nomme Chlorine, je suis une petite indienne qui est morte très jeune dans l'enfance et je me manifeste par l'intermédiaire de cette dame qui est mon médium. » Le docteur Koch, il applaudit, il est content, lui qui est spirit. Est-ce qu'il l'a provoqué, cette situation? Non, absolument pas. Elle était là. J'ai pris ce dossier bien qu'ancien parce qu'il est très documenté. Ouais. Le docteur Koch a témoigné. Non, je l'écoutais, je lui posais des questions. Bon. Et c'est venu comme ça. Bon. Oui, c'est venu comme ça. Alors, évidemment, et c'est bien dans l'esprit de l'époque, on l'a connu avec d'autres médiums qui sont comme ça, qui ont découvert leur talent de manière spontanée. On la porte, on la pousse à participer à d'autres séances, à évoquer les esprits autour d'une table tournante. Évidemment, on va même l'aider à tomber en transe. Et alors, on va avoir des surprises pendant les premiers mois.
Des surprises dont on va parler et que l'on va détailler ensemble dans quelques instants à peine pour la suite de cette histoire dans les clés du mystère sur Sud Radio. Sur Sud Radio, on poursuit le récit de cette histoire étonnante, celle de la voyante du Massachusetts, Mrs. Eleanor Piper, qui jusqu'à présent ne savait pas qu'elle était voyante. Elle est victime d'un accident de traîneau un hiver, elle tombe en dépression, elle va consulter un médecin, le Dr Koch, qui la consulte une fois, il ne se passe rien de spécial, et puis lors de la deuxième consultation, elle tombe en transe, c'est ce que vous nous racontiez Yves Lignon il y a quelques instants, et voilà que par son corps parle une certaine Chlorine, une jeune indienne. Et évidemment, c'est très surprenant. Et la vie de Mrs. Piper va complètement changer à partir de là. Elle va complètement changer parce qu'il ne faut pas oublier que si au Massachusetts on était protestant, white anglo-saxon protestant, mais la société de l'époque était imbibée par le spiritisme. Et donc à partir du moment où elle tombe en transe une première fois, où elle s'exprime avec la voix d'une jeune indienne, on lui dit il faut continuer. Et il faut bien dire que, dans un premier temps, cette continuation est tout à fait décevante. Non pas que Mrs. Piper fasse preuve de mauvaise volonté. Au contraire, elle est tombée en transe pratiquement sur demande. Et voilà, tiens, écoutez, on va prendre le thé. Les messieurs se retireront dans le fumoir pour déguster leurs cigares. Puis nous restons entre copines. Et Léonore, vous allez nous faire un petit quelque chose. Ah oui, clac. C'est fou, ça. Elle était en transe. Et alors, mais l'ennuyeux, c'est que ça marchait pas très bien. Elle parlait tout le temps avec sa voix à elle et en disant des banalités, les banalités que disent quelquefois les esprits. Vous savez, il faut être sage dans la vie, il faut respecter les autres. Enfin bref, c'était pas un triomphe, quoi. Un discours convenu. Oui, et ça relevait plutôt, à mon avis, de la psychologie que de la parapsychologie. Et donc plus de nouvelles de cette jeune Ah non, Chlorine, indienne. c'est fini. C'est une fois, puis on passe à la suite. Ah. Et puis voilà, justement, qu'un jour, Mrs. Piper se met à parler avec une voix d'homme, masculine, grave. Elle dit, cette voix, « Je suis le docteur Finuit ». Elle donne son nom. Je suis un médecin décédé, c'est un peu l'histoire qui recommence. Je suis un médecin décédé et désormais, je vais être votre guide. Bon, dans le petit groupe de femmes bourgeoises là qui sont là, bon, c'est spectaculaire, c'est bien. C'est une drôle de réunion de Tupperware. Ouais, c'est ça. On en aura raconté dans d'autres salons, mais enfin. Et puis voilà qu'une des présentes, qui se nomme Mrs. Gibbons, dit coquin, si ça part dans ces azimuts, on va faire un test. Et cette Mrs. Gibbons, elle avait un correspondant italien. Elle avait dans son sac une lettre écrite en italien de ce correspondant. Elle sort la lettre, elle la pose sur le front de Mrs. Piper, et alors celle-là, avec la voix du docteur Finuit, se met à décrire par le détail l'auteur de la lettre, disant c'est une lettre qui vient de Rome, elle a été écrite par etc., etc. Et elle donne même, la lettre était écrite par un monsieur, elle donne même son identité. Alors toujours en transe, brusquement, toujours avec la voix masculine, elle se met à dire « Ah, il y a un monsieur qui vit en Italie, qui s'appelle comme ci, comme ça, qui a écrit telle lettre. » Elle donne le contenu de la lettre et le nom de l'auteur. Sans voir, elle ne voit pas, elle n'a pas une vision de la lettre. Non, elle est en transe. Et puis et puis de toute façon, on lui a posé la lettre sur le front. D'accord, donc elle ne peut pas la lire. C'est comme ça, c'est son amie, Madame Gibbons, qui a eu cette idée, dit tiens, on va essayer, faire un petit test et en avant. Ah, on s'amusait dans les soirées là-bas. On s'amusait vraiment dans les salons, on ne va pas dire spirit, mais dans les salons influencés par le spiritisme. Mais alors là, à partir du coup de la lettre, si j'ose dire, on passe à une dimension supérieure. Vous comprenez bien. Forcément. D'autant plus que Madame Gibbons, Mrs. Gibbons, qui avait sorti la lettre italienne, n'était pas n'importe qui. Vous allez me dire, on ne la connaît pas. Et qui est cette dame ? Qui est cette dame ? Mais figurez-vous que cette dame avait un gendre. Vous allez me dire, les dames qui ont des gendres, il y en a beaucoup. Des paquets, ouais. Sauf que le gendre de cette dame, j'y arrive Fred, ça n'était pas n'importe qui. C'était William James,
William James, c'est un très très grand philosophe dont les livres sont encore réédités à l'heure actuelle. C'est le frère du romancier Henry James aussi. Ah oui, bien sûr. Celui du Tour d'écrou. Mais enfin surtout, c'est un philosophe dont la pensée a vraiment marqué. Et ça veut dire qu'il y aura d'autres expériences autour de ce personnage. Voilà, c'est quelqu'un d'important, il est professeur à l'université, et sa belle-mère lui dit « Figurez-vous, William, voilà ce que j'ai fait, j'ai mis une lettre italienne sur le front de mon ami. » Et William James répond « Alors là, je prends les choses en main. » Et on va voir comment et pourquoi dans un instant, dans quelques minutes à peine. Restez avec nous sur Sud Radio pour la suite des Clés du Mystère. La suite de cette histoire sur Sud Radio en cette fin de matinée de dimanche, cette histoire de voyante avec Yves Lignon dans Les Clés du Mystère, Eleanor Piper qui découvre, j'allais dire presque sur le tard, qu'elle est voyante au travers d'un phénomène, une consultation chez un médecin. Et on procède à différents tests à la suite de cette découverte de ce don. Le fameux test de la lettre italienne, on lui colle une lettre sur le front et elle entre en transe et elle est capable, cette Mrs. Eleanor Piper, d'en dire beaucoup sur cette lettre. Et c'est la belle-mère d'un certain philosophe, William James, qui est à l'origine de ce test. Voilà. William James, on lui raconte l'histoire, on lui dit qu'est-ce qu'on s'est amusé avec cette lettre italienne. Et lui, le professeur de philosophie à l'université, l'homme dont les traités font autorité, décide, je vais m'occuper de ça personnellement. Et il arrive, il demande à être reçu par Mrs. Piper. Il arrive une première fois, il ne dit rien de lui-même. Et Mrs. Piper ne le connaît que comme, oui, c'est un universitaire, il a épousé la fille de mon amie, Madame Gibbons. Mais donc, Eleanor Piper ne connaît rien sur la vie privée de William James. C'est bien important. Schéma habituel, si j'ose dire, le philosophe s'assied, Mrs. Piper tombe en transe et elle se met à parler avec la voix du docteur Finuit, du supposé docteur Finuit. Et elle déclare à William James, monsieur, que je rencontre pour la première fois, vous avez perdu un enfant il y a 1 an. Il était très jeune, c'était un garçon et il se prénommait Herman. Ça devait suffire à William James, parce que bien entendu, tout cela était parfaitement exact. Ah oui, ça glace le sang, ça c'est... ça glace le sang, non, ça glace pas le sang d'un philosophe. C'est vrai. Ça peut glacer le sang d'un homme de radio, Frédéric, oui, mais pas le sang d'un philosophe. Voilà, pas le sang de quelqu'un qui a beaucoup de recul sur les choses. Voilà. Et lequel philosophe, n'ayant pas le sang gelé, va revenir à plusieurs reprises. Et curieusement, la seconde fois, de nouveau, Mrs. Piper, ou Finuit par la voix, enfin si on peut parler de la voix, puisque c'était une voix d'homme, de Mrs. Piper, va reparler d'un enfant jeune récemment décédé. Et là, il s'agit d'un autre petit garçon qui était l'enfant de cousins très très éloignés de l'épouse du philosophe. Donc la seconde fois, Mrs. Piper raconte une histoire qui est semblable à la première et William James sort mi-figue, mi-raisin en disant ça fait un peu drôle, la première fois c'était mon petit garçon, maintenant elle me raconte une autre histoire de petit garçon mais chez des cousins très éloignés de ma femme. Et puis tout en rentrant chez lui, vous savez les philosophes ça médite et il se dit dans tout compte fait, elle s'est plantée, parce que c'est vrai que chez des cousins, des arrière-arrière-cousins, il y a bien eu le décès d'un enfant, mais c'était une fillette. Ah. Et donc, Mrs. Piper s'est plantée. Oui, et quand il arrive chez lui, il raconte à son épouse, alors elle va parler du petit garçon qui est mort chez tes cousins, et ben elle s'est trompée puisque c'était une fillette. Et son épouse lui répond, mon cher ami, les philosophes sont quelquefois distraits, c'était bien un petit garçon. Ah, ça c'est étonnant alors. Donc, second coup au but. Exactement.
Alors, et puis il y a un personnage qui va pas tarder à entrer dans l'histoire. Ah oui, c'est Richard Hodgson, le tueur de médiums. William James va passer la main à un chercheur beaucoup plus expérimenté. Et on va voir de quelle façon dans quelques secondes. On reste ensemble, Yves Lignon, pour la suite de cette histoire dans Les Clés du Mystère sur Sud Radio. Sur Sud Radio, Frédéric Jarreau et le professeur Yves Lignon, comme chaque fin de matinée le dimanche. Les Clés du Mystère, on est en plein dans cette histoire de voyante, Mrs. Eleanor Piper, à qui on a fait passer plusieurs tests, qui, de façon inopinée, a découvert qu'elle avait ce don de voyance. Et plusieurs personnes se sont occupées d'elle, notamment Mrs. Gibbons, et puis donc William James, qui l'a soumise à différents tests. Et dans cette histoire, à ce stade de l'histoire, Yves Lignon entre en scène Richard Hodgson. Qui est ce Richard Hodgson ? Eh bien, Richard Hodgson, c'est un chercheur en parapsychologie, ce n'est plus un philosophe qui fait de la parapsychologie en amateur, c'est un pro de la recherche, et il a un surnom. On l'appelle le tueur de médiums. Vous voyez ce que ça sous-entend ? Serial killer. Oui, le tueur de médiums. Ça veut dire que c'est un grand spécialiste du charlatanisme, mais dans le sens du charlatanisme, dans le sens je vois, je tire et je passe au faux médium suivant. Donc ce Richard Hodgson va à son tour tester Mrs. Piper, et il va la tester parce que William James, lui, il n'en peut plus, c'est trop fort ce qui se passe. Un jour, quand il arrive, bon, de suite, clac, alors là on ne faisait plus de formalité, Mrs. Piper tombait en transe immédiatement, à peine le temps de se dire bonjour, et la voix de Finuit raconte au philosophe, lui dit, vous savez, vous, monsieur... un homme d'esprit, etc. Vous ne devriez pas essayer de tuer des petits chats avec de l'éther, parce que vous ne savez pas exactement comment il faut s'y prendre. Les tâches manuelles, même celle-là, ce n'est pas votre truc. Et donc, le petit chat gris et blanc que vous avez essayé de tuer ce matin, vous l'avez massacré, quoi. Il voulait pas mourir, vous saviez pas où mettre l'éther, et ainsi de suite. Donc, elle raconte cette histoire qui, bien entendu, est vraie à William James, lequel dit, bon, ça finit, place aux spécialistes. Débarque donc ce Richard Hodgson, le tueur de médiums, qui lui dit à Mrs. Piper, nous allons faire certains tests. Il va en faire pendant 10 ans. Ah oui, quand même. Il va faire des tests pendant 10 ans avec elle, et il ne cessera que parce qu'il va mourir, brutalement. Ah oui. Ça, il aurait Ceci est une bonne raison. Oui. Oui, il s'arrêtera en 1905 pour cause de mort. Et il pose ses conditions. Il dit, écoutez, vous allez vous mettre à donner des consultations, comme si vous étiez une professionnelle, vous ferez ça bénévolement, mais des consultations régulières, et donc je contrôlerai tout. Vous ferez également des tests sur moi, Richard Hodgson, et pour éviter qu'il y ait des biais, que je dise des choses sans m'en rendre compte, à partir de maintenant, je ne vous adresse plus la parole, sauf pour vous dire bonjour et au revoir. C'est radical. Ouais, j'arrive... Je vous dis bonjour, je me plante devant vous, je ne dis pas un mot, je n'ai pas un seul geste qui pourrait vous guider vers un acte que j'aurais effectué dans les heures précédentes. Il était peut-être traumatisé par l'histoire du chat, cet Hodgson. Je ne ferai pas le moindre geste, vous parlerez, j'enregistrerai tout, j'ai une très bonne mémoire. Quand vous vous tairez, ou plus exactement quand Finuit se taira et que vous vous réveillerez, je vous dirai au revoir. Et mon secrétaire prendra rendez-vous avec vous pour une séance suivante. Bon, c'est assez rude, mais il faut bien dire que les vrais médiums ont toujours accepté des conditions de contrôle extrêmement difficiles, justement, parce que ces vrais médiums, ils ont une espèce de force en eux. Vous voyez, Frédéric, quelque chose qui les pousse et qui les amène à dire, de toute façon, je ne cours aucun risque avec des scientifiques. Quelles que soient les conditions que l'on m'impose, je les accepte parce que je suis sûr de pouvoir réussir les tests. Voilà, sûr de leur capacité et des résultats. Oui, ouais. Alors lors de cette première rencontre, Hodgson ne se contente pas de dire ce sera juste bonjour, bonsoir. Il laisse une petite... Il dit, puis alors vous lirez cette feuille là que je vous laisse sur les autres conditions. Et quand il est parti, Mrs. Piper ouvre le papier. Qu'est-ce qu'elle voit écrit ? Bien entendu, puisque vous donnez des consultations, je contrôlerai, moi, Hodgson, tout votre courrier.
J'ouvrirai votre courrier à l'avance. Bon, on n'était pas à l'époque d'Internet, mais il faut comprendre, Hodgson craignait que par courrier, on envoie des renseignements. Si vous voulez, vous envoyez votre neveu consulter Mrs. Piper, mais auparavant, vous, l'oncle, vous adressez une lettre à Mrs. Piper pour lui dire que le neveu, il a réussi au bac, qu'il joue au rugby, et ainsi de suite. Donc, je contrôlerai votre courrier. Enfin, dernier détail, toujours sur la feuille, il va de soi que j'embauche des détectives privés qui vous fileront quand vous irez en ville, quand vous rencontrerez des gens et qui me feront des rapports. Tout ça pour éviter que les consultations soient biaisées. Alors, les expériences vont être assez nombreuses. On va en raconter une dans un instant. Oui, on va en raconter une. Mais enfin, vous voyez qui était Hodgson. Et surtout, ce qui est très important, c'est que, je le disais tout à l'heure, Mrs. Piper a tout accepté. Voilà, sur quel était de son don et des résultats qu'elle était certaine d'obtenir. On marque une petite pause sur Sud Radio, Yves Lignon, et c'est dans un instant la suite des Clés du mystère. Dernière ligne droite dans le récit de cette histoire passionnante sur Sud Radio. Ce matin, ce dimanche, la voyante du Massachusetts, Mrs. Eleanor Piper, que l'on soumet à des tests puisque elle fait preuve d'un don très poussé, vraiment très très performant. Elle s'exprime aussi dans son corps par la voix d'autres personnes, donc c'est assez étonnant. Et voici qu'intervient dans cette histoire cette montre, la montre de l'oncle du grand physicien Oliver Lodge. Yves. Bon, alors 1889, novembre 1889, ça fait 5 ans qu'on a découvert le don de Mrs. Piper, qu'on a fait des expériences aux États-Unis, que Mrs. Piper travaille avec Richard Hodgson, qui devrait être tout à fait content. Eh bien, le dénommé Hodgson déclare « Non, je ne suis pas content. Vous allez venir en Angleterre, ou plutôt vous allez vous rendre en Angleterre avec moi, parce que là, au moins, je suis sûr que vous ne connaissez personne. » Donc, on recommencera les consultations, mais là... pas sans besoin qu'il y ait d'acquaintance possible. Au bout de 5 ans, il en était là. Toujours méfiant. Oui, je ne vais pas dire que les chercheurs en parapsychologie ont quelquefois l'esprit tordu, parce que ça pourrait me concerner. Mais enfin... je suis sûr que vous n'êtes pas comme ça, Yves. Écoutez, si un jour, Frédéric, nous faisons une émission, nous interviewons par exemple Madame de Châtelet ou certains guérisseurs que j'ai étudiés, je ne suis pas sûr qu'ils ne me traiteront pas de Hodgson. Je vous préviens. Bon, allez, continuons. Donc, on arrive en Angleterre. Une commission scientifique se constitue pour étudier Mrs. Piper. Elle va rester plusieurs années. Elle est allée avec ses 2 filles. Bon, de temps en temps, elle revient un peu aux États-Unis. On ne pense jamais à son mari dans ces cas-là, qui devait se faire la cuisine tout seul. Bon. Et dans cette commission scientifique, on se donne 2 objectifs. D'abord, essayer de savoir qui est ce docteur Finuit. Vous savez que Mrs. Piper, quand elle était en transe, quand elle faisait ses voyances, parlait avec une voix d'homme, et cette voix d'homme disait « Je suis le docteur Finuit ». Alors, on lui demande « Mais docteur Finuit, vous nous racontez que vous êtes décédé. Donnez-nous des détails sur votre existence passée. » Parce que si nous pouvons vérifier, ce sera peut-être une preuve de la vie après la vie. Alors le docteur Finuit, toujours par la bouche de Mrs. Piper, raconte toute son existence. On s'apercevra très vite que c'est imaginaire. Par exemple, le docteur Finuit dit « Je suis français, je suis né à Metz », qui à l'époque était en Allemagne. Hein. Oui, tout à fait. L'Alsace-Lorraine était allemande, et ce docteur Finuit ne parle pas allemand. Il ne parle pas français non plus, il ne parle qu'anglais. Bon, donc on s'apercevra que le docteur Finuit est sorti de l'imaginaire de Mrs. Piper. Et qu'il n'existe pas. Mais n'empêche que la voyance, elle existe. Et c'est ainsi qu'un jour, Oliver Lodge, qui est un très très grand physicien, qui est un physicien, on va dire, du niveau qu'atteindra Einstein ultérieurement, arrive et dit à Mrs. Piper « Voici une expérience que nous n'avons jamais faite, on vous a toujours demandé de parler, mais je vous donne un objet, et à propos de cet objet, qu'avez-vous à me raconter ?» Et
Mrs. Piper accepte. Ça aussi, Freddy, je tiens à le dire, et surtout pour nos auditeurs, c'est très frappant chez les grands médiums, chez les vrais médiums, l'extraordinaire disponibilité. On leur propose au dernier moment une expérience imprévue dont on ne leur a jamais parlé, ils acceptent toujours. Et donc, Oliver Lodge sort de la poche de son gilet une montre à gousset, comme on en avait à l'époque. Mais alors, elle est vieille, elle est cabossée, elle est culottée. Bon, inutile de dire qu'elle ne marche plus. Et il ne dit rien à Mrs. Piper, qui est en transe. Il lui tend la montre. Elle la touche. Et la voix de Finuit, si vous voulez, déclare à Monsieur le professeur, cette montre a appartenu à un de vos oncles, qui est mort il y a 20 ans, que vous-même n'avez pas connu, que vous n'avez jamais rencontré. C'est déjà pas mal, non ? C'est bien, c'était un beau début. Oui, ça ne vous glace pas le sang cette fois, Freddy. Très, très troublant. Non, j'ai le donc, sang glacé. Ouais. Oui, donc vous voyez, moi ce qui me frappe dans ce test-là, c'est que le professeur Lodge lui-même n'avait pas connu cet oncle. Il était décédé il y a longtemps. Donc, comment a-t-on pu vérifier les dires de... parce que Mrs. Piper ensuite s'est mis à raconter des histoires de famille. L'oncle, il avait des frères et des sœurs, il y a eu des fâcheries, des histoires d'argent, etc. Et donc, le professeur Lodge a pu mener une enquête. Et dire tout ce qu'elle a raconté, c'est vrai. Mais déjà, le coup de la montre, c'est un sceptique, ce Frédéric, non, quelquefois. Je suis un peu dubitatif. Le coup de la montre, ça ne vous satisfait pas ? Si, c'est vrai que c'est assez troublant. Vous montrez une montre sans rien dire à une personne qui est en transe, c'est-à-dire physiquement, elle ne la voit pas, hein. Elle est ailleurs. Et elle déclare, cette montre a appartenu à un de vos oncles qui est mort il y a 20 ans et que vous n'avez pas connu. Oui, tout à fait. Sans la toucher, est-ce qu'elle l'a touché, la montre ? Non, elle l'a pas touché. Elle a dit peut-être du bout des doigts, mais de toute façon, quand elle était en transe, donc elle avait plus de perception de son environnement. Bien sûr, oui, tout à fait. Non, je suis convaincu, c'est très étonnant. Bon, heureusement, parce que non, mais après la montre, il y a eu toute l'histoire de la famille de l'oncle. Alors ça, c'est un des grands exploits de Mrs. Piper. Et puis, elle a continué sa vie. En 1905, Richard Hodgson est mort. Il faut croire que malgré tout ce qu'il lui faisait subir, Mrs. Piper l'aimait bien, parce qu'elle a commencé à dire autour d'elle, oh là là, je sens que mon don s'en va, je ne donnerai plus de consultation. Elle a fini par ne plus en donner du tout, et elle a encore vécu 40 ans. Elle a vieilli tranquillement, et je crois qu'elle est morte tout à fait apaisée, en étant alors convaincue. Elle avait adhéré à la doctrine spirit en disant oui, je meurs, mais comme pour tous les spirites, la mort n'est qu'un passage. Est-ce qu'on peut voir un lien de cause à effet entre la mort du docteur Hodgson et puis donc la disparition de ses dons ? Et c'est ce que nous disions en commençant. Vous voyez, il y avait toute une espèce d'équilibre psychologique autour d'elle et un paramètre s'est déréglé. On peut le supposer. Parce que chaque médium, chaque grand médium est un cas particulier. Vous savez, c'est une des difficultés de la recherche en parapsychologie. Oulala, qu'est-ce que je deviens sérieux pour terminer. C'est que chaque grand médium est un cas particulier. Donc on a du mal à faire des comparaisons. Vous voyez, on ne peut pas comparer Mrs. Piper, cette grande bourgeoise, avec Eusapia Palladino, qui est un autre grand médium de l'époque et qui était illettré. Qui était né en Sicile, dans un village reculé. Donc on ne peut pas les comparer. Oui, ce sont des cas différents. Oui, ce sont des cas différents. Et donc, comme en plus, ils sont très peu nombreux, on n'avance pas vite. C'est sûr. Là, si on en avait 100, et si on remarquait que sur 80, un incident, un décès ou comme ça, a fait taire le don, on pourrait tirer des conclusions. Mais là, on ne peut pas. C'était l'histoire de la troublante Mrs. Piper que vous nous avez racontée aujourd'hui, professeur Yves Lignon, avec beaucoup de plaisir. On peut retrouver cette histoire, hein, si vous qui nous écoutez, vous avez pris l'émission en cours. Vous la retrouvez sur notre site internet sudradio.fr, de même que vous pouvez remonter dans les semaines précédentes. Toutes les émissions des Clés du Mystère sont disponibles sur internet en podcast. Yves, merci beaucoup. On se retrouve dimanche avec vous tous, avec une grande fidélité sur Sud Radio. Merci.